les raisons du ralentissement du rythme de l'innovation. Il y a une banalisation des technologies, une diffusion beaucoup plus large. C'est-à-dire que si vous analysez l'idée que Schumpeter avait eue, à savoir que les industries qui s'en sortent sont des industries qui réussissent à gagner un avantage technologique qui va leur donner 15 ans pour réfléchir. 15 ans, c'est la durée d'un brevet. Donc il va y avoir 15 ans de répit. On a une accélération du rythme, un caractère de plus en plus éphémère des produits, donc, si vous voulez, une difficulté pour les entreprises d'occuper des positions de rente. La rente, elle dure 3 ans. La rente de l'iPhone, elle a duré 3 ans. La rente de l'iPad, elle va durer 2 ans. La rente de l'iPod, elle avait duré 5 ans, 6 ans. Donc vous avez cette espèce d'accélération et vous avez une banalisation des technologies parce que le niveau monte. Le niveau monte. Ça, c'est un élément très important parce que vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans les industries pétrolières mondiales si vous ne comprenez pas que les 7, ce qu'on appelait les fameuses 7, ont perdu le monopole qu'elles avaient. Elles ne le gardent plus que dans un seul secteur et encore, elles sont concurrencées par les Brésiliens, les Canadiens et maintenant les Norvégiens, c'est l'exploration à haute profondeur du pétrole. Parce que forer des puits de pétrole à moins 5000 mètres sous 2000 mètres de flotte, ça, je vous garantis qu'on ne peut pas le faire. Et les Mexicains de la Pemex qui savent forer à 100 mètres, 70 mètres, 200 mètres dans le golfe du Mexique, ils sont complètement hors jeu dès qu'on arrive dans les eaux de grande profondeur. À ça s'ajoute une crise des DPI, c'est-à-dire une crise d'exécution des droits de propriété intellectuelle sous l'effet d'une diffusion très large des technologies du numérique. Aujourd'hui, quand on produit, par exemple, on fait produire en sous-traitance, on envoie un CD-ROM qui contient quasiment toutes les instructions et il y a énormément de processus qui marchent avec des machines transfert qu'on gave de CD-ROM et qui font directement les choses. Ce qui veut dire que tout ce qui est sur CD-ROM peut être copié, envoyé à la vitesse éclair à autant de gens que vous le voulez. Donc, si vous voulez, les possibilités pour des firmes de garder le secret, des possibilités pour des firmes d'exécuter des brevets, les possibilités pour les firmes de contrôler ce qui se passe en Chine, au Vietnam, etc., c'est quasiment faible. Du point de vue de l'investissement quantitatif, on est très loin des 6%. Le sous-investissement qualitatif. Je vous ai dit que les directions dans lesquelles l'effort doit être fait sont loin d'être claires. Enfin, je dirais, pour parler des obstacles épistémologiques, ce sont peut-être les pires. C'est les conceptions obsolètes du management, de l'innovation, notamment ce que j'appellerais une mécompréhension systématique du complexe, c'est-à-dire que l'on veut réduire le complexe à du compliqué, et quand vous avez du compliqué, vous faites ce que Descartes nous a enseigné dans les règles pour la direction de l'esprit, 6e règle, diviser la difficulté, la réduire à des éléments simples, commencer par réduire les éléments simples, et ensuite assembler le tout comme un jeu de Lego. C'est une chose que nous savons faire parce que nous avons ça dans nos gènes culturels. C'est malheureusement quelque chose qui est désastreux quand il s'agit d'aborder le complexe. Parce que si le complexe se définit comme n'étant pas la réduction, la somme des parties, mais il y a du complexe chaque fois que la somme est que le tout est supérieur à la somme des parties. Vous voyez bien que si on commence par châtrer le complexe et le décréter compliqué, on va avoir des surprises. Et notamment en matière d'innovation, la surprise, par exemple, je vous donne plusieurs exemples de réduction. L'innovation, exemple de réduction, l'innovation naît dans l'entreprise, vit dans l'entreprise, est portée par l'entreprise et sort de l'entreprise sous toute armée, comme Mars ou Minerve, prête à la guerre dans le marché. Ça, c'est une erreur, parce que précisément, on a un processus extrêmement complexe avec une multiplicité d'agents. Deuxième idée, sans doute dangereuse, c'est qu'on produit de l'innovation comme l'entreprise est habituée à produire. Ce n'est pas parce que l'innovation est devenue un thème général qu'on va traiter l'innovation comme l'entreprise traite la production de quelque chose. L'entreprise a des moyens forts, elle a une puissance de frappe indubitable,
elle a quelquefois des compétences qu'elle peut se payer, mais chaque fois qu'elle fait tourner un système visant à produire de l'innovation, comme elle se fait tourner elle-même, on a des problèmes. On a des problèmes, à preuve, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui s'est étendue, le mode de production de l'entreprise qui s'est étendu, par exemple, à la découverte, à la création, à l'innovation, c'est, contrairement aux gens qui pensent que toutes les universités sont des corporates, hein, qui se cherchent et qui vont aboutir, mais on a plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qui s'est développé, c'est la gestion par projet. Et vous regarderez que dans la gestion par projet, une des choses que vous récupérez, c'est un niveau d'horizontalité, de production entre des pairs et de tentative de mettre sur pied des logiques qui sont très rétives à une planification par en haut, déductive, planifiée à l'avance, probabilisable, etc. On est dans le domaine, quand on est dans l'innovation, on est dans le domaine de l'inductif, on est dans le domaine de l'expérimental, on est dans le domaine du coup d'essai, de l'erreur multiple. On n'est pas du tout dans le domaine de ce qui est réglé comme un papier musique par le bureau des méthodes des ingénieurs et qui aboutit à un beau plan d'exécution. On met des calendriers, etc. Je sais qu'on continue d'enseigner ça et que le grand chic, c'est de montrer des beaux tableaux Excel avec des flèches et des phases. Mais c'est exactement comme pour les chercheurs. On sait que les chercheurs ne trouvent pas quand ils sont devant leur bureau, devant une feuille de papier blanc, mais ils peuvent trouver à la cafétéria, quand ils sont aux toilettes, quand ils sont à 2 heures du matin en train de réfléchir. On ne sait pas quand ça se présente. Donc si vous tentez d'organiser les choses comme si c'était planifiable, avec une journée de travail, et vous êtes prié d'innover entre 9 heures du matin et 5 heures à votre bureau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas plus que ça ne marchait quand on a un artiste qui est en panne et qu'on lui dit « Dépêche-toi Coco, il faut produire pour l'exposition ». Ça vient pas. Dans la valeur économique aujourd'hui, c'est l'innovation et c'est la création qui jouent le rôle central. Pourquoi ? Parce que les technologies du numérique ont au fond créé une mécanisation des fonctions cérébrales, comme la mécanisation industrielle avait créé une mécanisation des fonctions musculaires. Capacités de mémoire et de calcul ne sont plus l'apanage du cerveau. Du coup, tout ce qui est réduit à une procédure ou un logiciel, nous y voilà sur les procédures, hein, un procédé et la mise en œuvre d'un procédé ou d'une aide à la décision sous forme de procédé et de procédure. À partir du moment où il est produit, il coûte très cher à produire. À partir du moment où il est produit et qu'il est produit numériquement, il est dévalorisé. Il se dévalorise nécessairement. Il se dévalorise parce qu'il peut être une suite de 0 et de 1 n'est jamais qu'une suite de 0 et de 1, qu'elle peut être communiquée. Il n'y a aucune différence il n'y a pas de différence de coût entre la communiquer à 2 et à 1000 personnes. Donc, que le calcul du prix de cette chose devient extrêmement difficile. Si vous voulez, son coût, elle demande de plus en plus, il y a de plus en plus de coûts dédiés à fabriquer, à produire un programme, à produire une information, et il y a de moins en moins de possibilités de l'incorporer dans les prix, puisque le calcul marginal fait que le coût marginal est quasiment nul. Donc ça crée un problème extraordinaire de valorisation économique. C'est-à-dire ça pose un problème de valorisation économique. Mais je dirais que cette mécanisation qui a absorbé nos fonctions, une partie de nos fonctions qui sont situées dans les hémisphères supérieurs, les lobes cérébraux, a son bon côté, c'est-à-dire que alors que nous étions dans des définitions naturalistes de l'intelligence qui étaient très embêtantes, hein, genre QI et compagnie, ou pire, génétique, on est arrivé à définir, grâce à l'imbécilité de l'ordinateur, admirablement ce que c'est que l'intelligence. Au fond, l'intelligence est la capacité de fournir une réponse non préalablement programmée à une question qui n'avait pas été prévue. C'est ça l'intelligence. Si vous voulez, c'est la façon dont... c'est pas la complication. Il y a certains oiseaux qui font 2000 opérations, qui savent mener 2000 opérations pour construire leur nid.
qui sont quasiment programmés pour le faire. Mais en revanche, ils le font toujours sur un même support. C'est-à-dire que si pour une raison tenante à l'évolution, le support vient à se casser la figure, systématiquement, et on en a fait l'expérience, ils continuent à faire leur nid sur le support, donc ils sont voués à disparition. Donc ils sont voués à l'élimination parce qu'ils ne sont pas intelligents. Je dirais que plus tout ce qui est de l'ordre de la réponse préprogrammée ne fait que mettre en valeur la complexité, la capacité de répondre, de donner une réponse nouvelle à une question qui n'était pas posée. Et ça, c'est vraiment l'intelligence. Comme le fait que, si vous voulez, la capacité, ce qu'on appelle la mémoire d'ordinateur, qui est une capacité de répliquer à l'identique, parfaitement, dans le temps, le même contenu, nous donne en contrepoint toute la valeur de la capacité de répéter avec variation, ce qui est le propre de la mémoire humaine. Et cette variation, cette différenciation, va faire précisément la différence. Pensez au Think Different d'Apple. Le problème, c'est pas penser, ça signifie penser différemment de. Ça signifie exercer une progression, au fond, une innovation. Alors, d'autre part, ce que vous allez demander aux gens, c'est plus que leur force de travail, c'est-à-dire la dépense d'un certain quantum énergétique par unité de temps, vous allez leur demander une force d'invention. Vous allez solliciter leur capacité inventive. Et ça paraît paradoxal, mais c'est la mécanisation d'une partie des fonctions cérébrales qui a fait apparaître la valeur totale de ça. Mais maintenant, si vous voulez, cette montée des immatériels sur laquelle j'insiste pas, la montée des immatériels, c'est PSA qui en 85 dit 85% de sa valeur, c'est des immatériels, c'est-à-dire le réseau de ses clients, le réseau de ses compétences et de sa main-d'œuvre, le réseau de ses fournisseurs, et que les bâtiments, les stocks, l'énergie, les coûts de fonctionnement, c'est pas vraiment important. Bon, mais c'est Nike, c'est décomposer la valeur d'une paire de Nike, décomposer la valeur de tas de produits d'un iPod, vous allez vous apercevoir que dans la marque, la conception, le design, etc., vous finissez par avoir entre 75 et 80% des choses, donc il reste que les coûts de production de production matérielle de l'objet sont en train de dégringoler à une zone qui est... si vous voulez, ça a inversé strictement le rapport qui existait auparavant, où il y avait 75% ou 80% de coûts matériels de transformation, etc., et vous aviez 5 à 10% qui incorporaient le travail des ingénieurs et de la recherche.